Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de Femme. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité exceptionnelle, le docteur Michel Mouly, gynécologue, chirurgien et auteur engagé. Il a consacré sa vie à accompagner les femmes à chaque étape de leur existence avec une bienveillance et une expertise rare. Alors, de son enfance à Garges-les-Gonesse à son combat pour une meilleure prise en charge de la ménopause, son parcours est inspirant, vous allez le voir, et avec lui, nous allons parler de vocation, d'engagement, d'écoute et surtout d'avenir. Bonjour, docteur Mouly, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est quasiment tout mon personnage. Ah non, j'ai plein de choses à découvrir. Vous allez d'ailleurs me parler de votre enfance. Mon enfance. Alors, mon enfance, comme vous l'avez dit, j'ai grandi dans une loge de concierge. Ma mère était concierge. Et donc, ça m'a permis de pouvoir aborder pas mal de choses, de connaître ce qu'était peut-être la vie un petit peu dure. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était pour moi un vrai modèle de courage féminin. Quelqu'un qui s'est sacrifié, parce qu'à l'époque, on était obligé de se sacrifier, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et les seuls moyens qu'on avait, c'était de partir en vacances à Garges-les-Gonesse, chez mes cousins. Oui. Donc, vous étiez où exactement, vous? On était rue Saint-Martin. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans ma vie, c'est que j'étais rue Saint-Martin au 165. Et devant chez moi, qu'est-ce qui s'est construit? Le quartier de l'horloge. Ah oui. Avec le défenseur du temps. Et beaucoup de femmes me disent à mon propos, et j'utilise souvent ce propos, oui, la femme est l'horloge de la vie, et on m'a souvent dénommé l'horloger. Oui. Docteur Mouly, comment l'éducation que vous avez reçue a-t-elle façonné l'homme que vous êtes devenu? Alors, j'ai été façonné par une maman, par des circonstances. Vous savez, on vivait dans une loge de concierge, donc on n'avait pas grand-chose. Donc on m'a appris l'effort, l'honnêteté, la rigueur et surtout la valeur travail. Et le travail, ma mère était non seulement concierge, mais elle était mécanicienne couture. Et donc ça veut dire que je la voyais monter monter des robes, des pantalons, de tout ça, et elle m'a appris à coudre. Donc à 6 ans, 7 ans, je savais coudre et elle m'obligeait, quand je faisais des ourlets de pantalon, elle disait: «Non Michel, regarde, là on voit le fil, il ne faut pas le faire». Il faut qu'elle soit invisible, bien sûr. Voilà. Alors, Et donc j'ai appris cela ouais. avec une maman qui malheureusement, on nous obligeait à faire les choses bien. Parce que si on ne les faisait pas bien, on nous montrait du doigt et on nous engueulait. Et on ne voulait pas. On voulait rester discret. Ouais. On voulait que les choses soient faites parfaitement. Et ça m'a appris à faire les choses parfaitement. Oui. Alors justement, votre maman, elle a eu un rôle incroyable. Elle a été formidable. Quel rôle a-t-elle eu dans le choix de votre carrière? Alors, elle m'a déjà orienté vers le fait que je l'ai vue souffrir en silence, ma maman. C'était un modèle, on va dire un modèle de courage féminin, comme je vous l'ai dit, et c'était la dignité, comment dire ça? C'était vraiment la dignité au quotidien. Et ma mère m'a donc donné cette force de travail, elle m'a donné cette possibilité d'accéder, de me dire: «Michel, tu as des mains, une tête». Et mes mains, j'ai pu m'en servir très rapidement puisque je sais faire de la couture, je sais monter des pantalons, je sais faire de la boutonnière, je sais faire de tout. Et ça m'a permis de reconstruire le corps. Alors j'étais prédestiné peut-être à soigner. Alors à l'époque, je faisais aussi du football. J'allais jouer au Red Star dans le 93. Eh oui. Et j'étais avec des gars. Alors moi, je me prédestinais bien sûr à faire des études parce que mes parents se sont battus pour que nous soyons, mon frère et moi, comment dire, qu'on sorte ça va me faire pleurer de temps en temps, excusez-moi, qu'on sorte de la condition dans laquelle on était. Et donc, on s'est battus. Et ma mère m'a donné cette volonté de travail, de perfection et de soigner. Elle doit être fière aujourd'hui. Pourquoi vous avez choisi la gynécologie? La gynécologie, alors, au départ, j'ai choisi surtout, je savais qu'avec mes mains, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, il fallait que je passe du ciseau, de l'aiguille au bistouri, peut-être. Et donc, il y avait deux choses. Comme je faisais du football,
Il y avait les kinésithérapeutes, c'était bien de penser au mot kinésithérapeute. On soigne, on répare, mais je voulais surtout faire de la chirurgie. Donc j'ai commencé par faire de la chirurgie générale, puis après de la chirurgie infantile. J'opérais des enfants de 2 heures. J'ai travaillé à l'hôpital Trousseau. Et ensuite, je me suis rendu compte, j'ai même fait de la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que je voulais que les choses, comme ma mère m'avait appris à faire les choses bien, il fallait que tout soit bien fait. Et donc, dans l'esthétique, dans la reconstruction, il fallait que les choses aient un bel ordre. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était les femmes et c'était la gynécologie. Parce que la gynécologie, c'est à la fois médical et chirurgical. C'était tous les espaces de la vie. On me donne la vie, on protège la vie, et malheureusement, parfois, la vie s'en va. C'est un moyen pour moi d'intervenir par ma connaissance, de pouvoir soigner, de voir les résultats. Et comme c'est médico-chirurgical, et que pour moi, la femme, je devais être là pour la soigner, j'ai choisi la gynécologie. Oui, et ça, c'est peut-être un héritage de votre mère qui vous a tellement donné que vous, en échange, vous avez voulu accompagner les femmes dans toutes les étapes de leur vie. Exactement. Est-ce que vous vous souvenez, docteur Mouly, de votre première rencontre avec une patiente? La première. Avec une patiente, non, je peux me rappeler d'une anecdote qui m'a marqué beaucoup. C'était peut-être ma dernière garde de chef de clinique à l'hôpital Cochin-Port-Royal, plus grand service de maternité chirurgie en France. Et c'était ma dernière garde et on m'appelle en urgence et on me dit: docteur, on a une femme qui vient d'accoucher, ça fait 12 heures qu'on essaye de faire ce qu'il faut. On l'a transfusée 10 fois, 20 fois et elle est quasiment en état de mort apparente. Il faudrait lui enlever l'utérus parce qu'elle avait fait une hémorragie suite à son accouchement. J'ai dit: ok, envoyez-la. Donc je la prends, je préviens mon chef de service. À l'époque, c'était le grand professeur Émile Papernik. Et donc j'appelle les anesthésistes. La femme arrive et ce que j'ai peut-être de particulier, c'est de prendre un peu de recul et de faire une analyse de la situation et de jamais me précipiter. Et donc j'ai décidé de l'opérer. Je dis au patron: monsieur, vous voulez? Il me dit: non, 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 t'inquiète pas, Mouly, vas-y, t'as ma confiance. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. La femme a été sauvée. En sortant de la salle d'opération, je vois une femme devant moi et je lui dis: madame, c'était sa mère. Je lui dis: madame, elle est sauvée. Ne vous inquiétez pas. Elle va vivre. La femme, je la revois le lendemain en réanimation, en salle de réanimation. Elle me dit: je sais qu'avec dans vos yeux, et c'est pour ça que j'ai pour moi l'importance des yeux, elle me dit: je savais qu'elle était sauvée. Il se trouvait que cette femme, son mari était un des plus grands chirurgiens français et la femme était une des plus grands anesthésistes français. Et elle m'a surtout expliqué qu'avec mon regard, avec ma façon de parler et avec la simplicité, je pouvais apporter quelque chose, je pouvais, rassurer. Oui. Alors là, vous parlez d'un cas extrêmement grave, une femme qui vous avait sauvé. Mais quand on parle de vous, on parle souvent de cette relation de confiance qu'il y a avec vous. Il faut, c'est obligatoire. C'est quoi une bonne relation médecin-patiente? Alors déjà, on peut rassurer que quand on sait, la connaissance est importante. Alors il se trouve que moi, j'étais le genre de gars à beaucoup travailler et jamais me reposer sur mes lauriers. Donc quand je parle d'un sujet, je le maîtrise. Après, l'autre objectif, c'est d'expliquer simplement à la femme ou au couple parfois ce que je vais leur faire et leur donner une projection dans l'avenir. Alors c'est vrai que chaque consultation est pour moi comme une sorte de pièce de théâtre. Je dois séduire, mais tout en faisant que la patiente prenne confiance, qu'elle ait confiance en moi. Et pour moi, c'est important. Et donc, voilà. Alors, vous donnez la vie, vous accompagnez les femmes, vous faites un métier absolument formidable. Et en ce moment, vous militez énormément pour la bonne prise en charge de la ménopause. Ah, c'était un sujet qui n'était absolument pas traité il y a quelques années. Là. Le prévenir, c'est un sujet tabou. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'en parler? Alors, il se trouve que en 2005, j'ai été nommé un des leaders pour enseigner la ménopause sur toute l'Île-de-France. Parce que j'étais gynécologue, chirurgien et cancérologue. Parce que les femmes ont peur du traitement hormonal de la ménopause à cause du cancer du sein, chose qui ne devrait pas être. Donc, j'ai fait mon boulot, mon taf pendant 1 an, et après, je suis retourné au bloc opératoire. Et puis, il y avait aussi autre chose. J'ai un frère qui est médecin généraliste.
et qui m'a toujours traité de criminel parce que je donnais des traitements hormonaux de la ménopause. Et que bah voilà, il m'a dit. Puis il y a 3 ans, 4 ans, il m'appelle, il me fait: Michel, c'est grave la ménopause. Je dis: qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as toujours empêché de comment dire, donner des traitements. Tu m'as toujours, comment dire, dit que j'étais criminel. Tu as empêché que je traite maman. Alors on l'a fait tenir jusqu'à 92 ans bien, comme il faut, parce qu'on est tous les deux médecins de bon niveau. Il me fait: tu sais, Michel, ce qui m'a fait changer, c'est que j'ai vieilli avec mes patientes. Et quand elles avaient entre tel âge et tel âge, entre 45 et entre 45 et 55 ans, je leur dis: ouf, surtout pas de traitement. Et quand je les retrouvais plus tard, entre 65 et 75 ans, ils me disaient: mais je voyais la différence. Je n'avais pas compris la médecine. Vous savez que la consultation de femmes féminines, c'est 65% des consultations de médecins généralistes. Et on les a laissés tomber, abandonnés, alors qu'on connaît, on sait exactement ce qu'il en est. Et c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai dit: il faut que j'y aille. Ma parole, elle est là. J'ai la capacité, j'ai la connaissance. Moi, j'ai 35 ans d'expérience avec des femmes qui sont heureuses de ce que je leur fais. Je ne vois pas pourquoi. Et j'ai aussi, je lis beaucoup, j'ai beaucoup de connaissances, et puis j'ai une formation. Voilà. Et donc pour moi, je considère que la ménopause est un péril sanitaire. Je trouve qu'on ne s'en occupe pas, que c'est trop tabou, et je suis en train d'essayer de faire ce que je fais avec mes 35 ans de patientes. J'essaye de le faire pour les 14 millions de femmes ménopausées. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup plus, on a des émissions de télévision qui sont... Les émissions. Mais seulement on constate qu'il n'y a que 5% des femmes qui sont traitées pour la ménopause. Comment ça se fait? Alors tout d'abord, 2 heures d'enseignement dans toutes les études de médecine, pas de connexion entre les différentes disciplines, c'est-à-dire le cardiologue, il devrait savoir que si tu ne traites pas avec un bon traitement de la ménopause, on a malheureusement une femme sur 3 qui meurt de maladies cardiovasculaires, 200 qui meurent tous les jours. Le rhumatologue, il devrait savoir qu'il y a l'ostéoporose. Mais non, il donne des médicaments contre l'ostéoporose au lieu de la prévenir. Le psychiatre, entre 45 et 50 ans, il voit une femme qui est en burn-out, qui a le brouillard cérébral, qui va pas bien. Ben, madame, c'est la dépression. On va vous donner un traitement de la dépression. Donc, toutes ces disciplines sont intéressées aussi la ménopause. C'est les hormones. Et là, vous savez, on a fait le premier traitement de la ménopause en 1940. On a dit que c'était l'hormone de la jouvence. Le problème, c'est qu'ils avaient fait une petite erreur. Ils avaient oublié qu'il y avait un utérus et qu'il fallait le protéger. Mais ils ont compris. L'OMS, en 1990, a dit: il faut traiter les femmes pour la ménopause, pour leur améliorer leur qualité de vie, éviter les maladies cardiovasculaires, éviter les troubles cognitifs, la démence et tout ça. Vous vous rendez compte? Mais docteur Mouly, il y a encore beaucoup de femmes qui ont peur des traitements hormonaux. Qu'est-ce que vous leur diriez? Déjà, j'essaye de les rassurer avec des arguments vrais, avec la science. Pas comme toutes ces influenceuses et influenceurs qui viennent là pour faire ce qu'on appelle la... Alors, je suis le chevalier blanc du méno-business. C'est-à-dire que je suis contre cela. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de femmes, on leur dit: ah, je vais te vendre tel produit pour tes, comment dire, pour tes rides, ou je vais te donner pour les bouffées de chaleur, je vais te donner telle et telle chose qui n'ont aucune preuve scientifique. La seule chose, c'est de vous vider les poches, sans preuve scientifique. Et puis quand, malheureusement, on se rend compte que ça ne marche pas, il est trop tard. Mais alors, c'est vrai que, si vous voulez, la ménopause, c'est quand même assez compliqué, même. Alors, s'il vous plaît, ne parlez plus du mot de ménopause. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le mot ménopause a été inventé en 1816, à une époque où les femmes vivaient jusqu'à 43 ans. Un médecin a dit: mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces femmes? Elles sont en décrépitude. Le mot, c'était décrépitude. Elles ont l'esprit qui ne va pas bien à 52 ans. Et il a dit l'élément commun qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont plus leurs règles. Ménose, posis, absence de menstruation. Mais la science a évolué. À l'époque, on ne connaissait pas les hormones. On ne savait pas que c'était dû au fait qu'il y avait une déficience, une perte en oestrogène. Il y a une solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Si ce n'est pas ménopause, on doit dire quoi? Alors, chez les hommes, ils ont bien compris. L'homme, il disait, à une époque, on parlait d'andropause. Andros, homme, pause, l'homme en pause. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, un homme en pause? Non. Pas trop. Jamais. Non, mais Quoi surtout... que on en rencontre. Surtout à l'âge de... Ouais, on peut en avoir. Et donc, l'homme, il a dit: mais non, c'est faux. La science est là. C'est parce qu'il me manque les hormones. Donc, il a appelé ça le DALA, déficit androgénique lié à l'âge. Et la femme, c'est les œstrogènes. Donc, j'ai personnellement employé le terme qui commence un peu à diffuser en l'appelant ça le DOLA,
madame, vous serez peut-être ou vous êtes peut-être en doula. Ce n'est pas péjoratif, c'est scientifique, ce n'est pas stigmatisant. Et donc, dans le bateau, vous avez Dola et Dala qui naviguent tout au long de leur vie. Oui. Ah, mais quand on parlait justement de ce Dola ou Dala, comme vous l'avez. Alors, Dola, c'est les femmes, hein. Pour les femmes. Alors, justement, c'est tellement différent d'une femme à l'autre. Même entre nous, on n'en parle pas vraiment parce qu'on se demande, est-ce que ce sont des... Mais parce que vous n'êtes pas informé, parce qu'on ne vous donne pas la solution. On ne vous dit pas que si vous prenez en charge comme il faut cette période, d'abord, combien de temps ça dure cette pseudo-ménopause pour vous? C'est-à-dire qu'on va voir notre mère, on dit, mais toi, à quel âge t'es ménopausée? C'est la seule information qu'on a. On dit peut-être que c'est le shadow, finalement, c'est la ménopause qui arrive. Bon, c'est pas. Alors, la ménopause a été caractérisée par l'arrêt des règles. Et on parle après un terme qui s'appelle post-ménopause. Donc, c'est comme si elle rentrait dans un sas et puis après, c'est nickel, c'est bon, tu vas vivre jusqu'à la fin. Non, il n'y a pas de post-ménopause. La ménopause, elle commence et elle se termine jusqu'au dernier souffle. C'est quoi les signes concrets? Bouffée de chaleur, suée nocturne, le brouillard cérébral, le brain fog, les douleurs musculaires et articulaires, la prise de poids, ce qu'on appelle le ventre abdominal. Ça vous intéresse apparemment? Ah ouais, ça m'intéresse. Très bien. Et un élément qui lie l'homme et la femme, c'est la sécheresse vaginale, puisque le vagin, il a besoin d'être arrosé, d'avoir ses hormones. Et ce qui fait que, malheureusement, on vous vend des poudres de perlimpinpin en vous disant on va lubrifier, on va humidifier, mais on n'a pas ce plaisir. Et moi, mon objectif dans cette démarche, c'est d'informer, de former, et qu'une femme à 50, 60, 70, 80 ans soit en forme. Comme le disait Antoine de Caunes, on peut parler de vieux à 90 ans. À notre époque. Oui, ah non. Mais dites-moi, le fait qu'une mère ait eu une ménopause précoce, ça peut arriver. Ça peut être génétique? Il peut y avoir une hérédité. Effectivement, il suffit simplement d'informer. Il faut que, entre parents et enfants, on parle. C'est pour ça que j'ai proposé, depuis 3 ans, qui a été repris d'ailleurs au niveau ministériel par le rapport de M. Macron, j'ai proposé ce qu'on appelle au brevet, au lieu d'apprendre comment fonctionnent les grenouilles ou comment se reproduisent les fleurs, de faire ce qu'on appelle le parcours de santé humaine, d'apprendre aux garçons et aux filles les différentes étapes de la vie. Comme ça, ils savent, ils peuvent appréhender. Et quand on sait qu'on peut se prémunir des choses. Vous parlez de traitement, et effectivement, mais psychologiquement, c'est extrêmement compliqué pour une femme de passer cette période. C'est-à-dire que vous proposez aussi un accompagnement psychologique. Mais quand une femme est équilibrée, moi, mes patientes, elles font une transition de la période où elles avaient les hormones à la période où elles n'ont plus les hormones. Mais je rapporte les hormones qu'on dit, nous, en France, naturelles, bio-identiques. Ça fait 50 ans qu'en France, on utilise ces hormones et que les Américains ont voulu inonder le marché français en 2002 et boum, badaboum, tsunami, plus personne prend un traitement. Heureusement, on remonte progressivement, on informe, on essaye d'apporter des preuves pour vous dire que même certaines femmes qui ont eu un cancer du sein de bon pronostic pourront prendre un traitement hormonal de la ménopause. Moi, j'en donne. C'est la science qui parle. C'est pas le méno-business, d'accord? La peur. Vous savez, on meurt plus de la peur du cancer que du cancer lui-même. Mais aujourd'hui, le plus grand défi pour la santé des femmes, c'est quoi? L'information et la transmission. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des campagnes qui soient faites. On commence à en faire. Pour cela, j'ai essayé. Alors, c'est vrai que j'essaye de transmettre mon esprit, mon bon sens, par des ouvrages. J'essaye de faire, même maintenant, vous vous rendez compte, je suis dans les réseaux. Alors là, pour moi, c'était pas évident. Vous avez plus d'1 million de vues, d'ailleurs. J'ai des passages YouTube qui ont fait... Vous êtes une rockstar de la gynécologie. Non, je veux pas l'être. Moi, je veux qu'il y ait... Je veux transmettre. Moi, vous savez, je pourrais pas vivre, je pourrais pas faire ça tout le temps. J'écris parfois à des patients, je leur dis, vous savez, ce traitement, vous l'aurez jusqu'à votre dernier souffle, même quand je serai à la retraite. Et vous pensez que la parole des femmes est suffisamment entendue par la médecine? Ils sont peureux. Alors déjà, vous avez en France 12 départements sans gynécologue, vous imaginez. Vous avez 93% des gynécologues qui ont plus de 60 ans. Vous imaginez, on est au pied du mur. Moi, ce que je voudrais, et ça a été une reprise de proposition
dans le rapport donné à M. Macron, alors ça contre mes sociétés savantes, hein, contre les grands spécialistes, de former les sages-femmes au fait de pouvoir s'occuper des femmes, de la ménopause. Elles savent le faire. Bien sûr. Et pourquoi on n'a pas le droit de leur donner? Et on pourrait mailler toute la France. Ça a été retenu. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il faut aussi quand même former les esprits. C'est ça, accepter l'idée. C'est très simple. Aujourd'hui, quand on parle de ménopause pour une femme, on parle d'hystérie, on parle de bouffées de chaleur, on parle de cris. Et c'est vrai que c'est pas encore... Mais pourquoi laisser une femme souffrir? Mon deuxième livre s'appelait « Ne souffrez plus en silence ». Alors, on a des médecins qui disent « Ah ben non, la ménopause ou la doula, comme je le dis, il faut 1 an sans règles. Donc pendant 1 an, la femme, elle va souffrir. C'est ça. Et on va la laisser souffrir. Or, on sait que pendant cette année, c'est primordial. C'est là où on va prévenir plein de choses. Donc, comme on dit, il y a en tout 34 symptômes sur la ménopause. Moi, j'en rajoute un 35e, c'est le souffrir en silence, par l'ignorance des médecins. Moi, j'appelle ça les déserts cérébraux. Il n'y a pas que des déserts médicaux, il y a des déserts cérébraux. C'est vrai que je suis un peu provocateur, mais c'est la réalité. Merci beaucoup, Dr Mouli, pour cet échange riche et sincère. Votre parcours force d'admiration et votre engagement quotidien en faveur des femmes est très inspirant. Des femmes et du couple maintenant. Absolument, absolument, parce que ça a un impact sur le couple, vous l'avez très bien expliqué. À travers votre histoire, nous comprenons que la médecine est bien plus qu'une science, finalement. C'est un art du soin et de l'écoute. Nous vous souhaitons encore de longues années à transmettre votre passion. J'y veillerai à me tenir en bonne santé. Voilà, soignez-vous parce qu'on a besoin de vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans Destin de Femmes et à très vite pour de nouveaux portraits inspirants. À bientôt. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.